Une escale de Jeanne avec Mala Barbolescu et son roman Nacha aux éditions Atramenta. Bonjour Mala. Écrire, c'est rentrer chez soi autrement. C'est de vous. C'est comment rentrer chez soi autrement. Et j'ajoute que votre héroïne Ada quitte la France pour un simple séjour en Roumanie qui deviendra un long voyage intérieur. Est-ce aussi le vôtre ? Chère Jeanne, merci de m'avoir invitée à ce dialogue à distance. Et avant de répondre à votre question, je suis obligée de vous faire une confidence. Ce roman n'aurait jamais existé sans vous. Effectivement, l'idée m'est venue lors d'une rencontre que vous avez organisée à la librairie Gallimard avec 3 invités écrivains. Et je me trouvais dans l'assistance. Et subitement, il y a eu cette question qui a surgi dans ma tête. Et moi, est-ce que je serais capable d'écrire un roman? Parce que il est vrai que pendant de longues années, je me suis posé la question, mais de manière contraire. Dans mon activité d'auteur parolière, je me disais que je ne serais jamais capable d'écrire en 300 pages ce qu'on peut mettre dans 4 strophes et un refrain pour créer une histoire, pour transmettre des émotions et parler quelque part de ce que les gens ressentent, de ce qu'ils ont besoin pour traverser l'instant présent. Et voilà, ce roman, je peux vous dire qu'il est né spontanément, sans préparation. Il a surgi d'un coup, dans une écriture continue pendant quelques semaines seulement, sans savoir d'où je pars et où je vais arriver. Et d'ailleurs, c'est l'image que je peux vous donner de ce que je ressens dans l'écriture. C'est pas par hasard que mon personnage et l'histoire commencent dans un wagon de train. C'est ce que je pense être l'image la plus véridique de toute mon histoire de vie. Je vis dans un wagon de train, calmement, dans l'attente de ce que mon regard va découvrir à travers la vitre du train. Des nouveaux paysages, un nouveau ciel, d'autres instants de vie, d'autres obstacles aussi. Je le regarde émerveillé, sans me troubler et sans me poser trop de questions. Donc voilà, c'est un moment unique dans ma vie, ce roman, car rien ne présageait une telle expérience. Et c'est pourquoi je pense que à travers ce roman, je peux me découvrir encore plus. Parce qu'il y a des sensations, des émotions et des expériences que j'ai prêtées à mes personnages qui sont entièrement inventées. Il faut dire dès le départ que je ne parle pas de moi dans ce roman. Même pas de personnages ou de personnes que j'ai connues. Même les lieux sont inventés, car je nomme pas le lieu, l'endroit ou l'environnement. C'est quelque part entre un village et une petite ville. C'est un endroit un peu mythique, qui ressemble, si vous voulez, à l'inconnu qu'on découvre toujours et en tout temps. Et pour revenir à votre question, non, je n'ai pas eu besoin de parler de moi dans ce roman. Je ne pense pas que c'est une chose qui m'attire. Je suis assez pudique dans ce que j'exprime de mon état propre d'expérience. Je pense que c'est plutôt
ce que j'aimerais découvrir dans les autres, ce que je discerne dans la vie des gens que je rencontre, dans la vie des gens que je connais même pas, mais qui pensent peut-être que ça existe quelque chose qui se communique. D'ailleurs, la littérature invente des possibles. Certainement, mes personnages existent en vrai quelque part, mais je ne les connais pas. Beaucoup peut-être se reconnaîtront en lisant le livre. Ils vont dire « Ah oui, ça je pense que c'est moi et je ressens la même chose » ou « Oh, comme ça me parle ». Et je pense que ça c'est le but de ce que j'ai essayé de faire. Donner aux gens la possibilité de s'y reconnaître. Votre roman parle d'un retour au pays. Est-ce qu'il y a un vrai retour après tant d'années? Je ne pense pas qu'il y ait un retour possible dans la vie. Il y a une expérience qui ressemble aux choses connues, mais qui ne sont jamais les mêmes, qui changent. Et notre regard change aussi. Cela est difficile à expliquer parce que ce qui se présente avec le temps qui passe devant notre regard se confronte en tension avec l'image que nous avons gardée et aussi avec l'expérience du temps passé. Ce qui est important est de garder à l'intérieur de soi l'image inaltérée du passé, avec les bons et les mauvais moments. On ne peut pas retourner. Cette histoire d'éternel retour, c'est une projection. C'est un double de la réalité. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer à un moment donné à travers mon personnage, qui retrouve Sanasha 10 ans après. Et elle est confrontée avec une pression énorme intérieurement, parce qu'elle aurait voulu que l'image qu'elle avait gardée de Sanasha ne change jamais. Or, le temps modifie le réel. Au moins le réel sublimé dans notre mémoire. Donc, je ne parle jamais du retour comme une expérience absolue. Le retour, il y a toujours du retour dans notre vie. Même en rentrant d'un voyage, on découvre sa maison autrement. Il y a quelque chose qui nous séduit, mais en même temps, il y a l'expérience nouvelle qui embellit le présent sans altérer ce que nous avons laissé, mais qui ne pourrait jamais donner sens autrement que dans notre mémoire, dans ce que nous décantons, dans ce que nous aimons. Oui, le retour est toujours en confrontation à notre expérience d'amour. Le personnage de Nasha est fascinant. Racontez-nous Nasha. Est-ce que c'est une personne qui a existé? Est-ce que c'est... Vous avez bâti quelque chose autour Nasha, voilà. Racontez-nous Nasha. Nasha. Eh bien, ce personnage incarne quelque part la complexité d'une expérience de vie qui finalement ne s'explique pas. Des choix qui sont tellement intimes et parfois bouleversantes et imprévues qu'il serait difficile à leur donner une origine. Nasha, elle est là quand il a fallu,
elle est là ensuite, elle assume, elle ne se pose pas de questions. Elle prend son propre voyage de vie au sérieux. C'est sûr que c'est dans des conditions difficiles, avec une abnégation à toute épreuve, qui dépasse même les jalons et aussi les cases habituelles. Elle ne peut pas justifier son choix de se consacrer à élever un enfant qui n'est pas son enfant. Mais il y a un petit mystère à travers son expérience et son choix, que je ne dévoile pas pour l'instant, mais que le lecteur y découvrirait. C'est qu'il y a toujours un rapport à sa conscience et que les choix parfois dépendent de cette subjectivité et de la valeur qu'on accorde aux choses. C'est difficile d'expliquer pourquoi quelqu'un se dévoue. Le dévouement n'est pas une expérience commune. Le dévouement dépasse l'humain, demande un trait spirituel et aussi de caractère. Et c'est vrai que ça ressemble à une vocation. Vous avez souvent dit que vos personnages sont inventés, mais en même temps, il y a cette tragédie de la Révolution roumaine, la tragédie et les blessures, et il n'y a pas de pathos. On a l'impression vraiment que vous avez construit tout cela. Racontez-nous comment vous avez trouvé le ton juste. Mes personnages sont inventés de toutes pièces. Il n'y a même pas une connaissance dans mon histoire personnelle qui leur ressemble. Et si j'ai inventé des personnages, c'est que j'ai voulu laisser libre mon imagination. Construire sans les carcans d'une expérience vécue ou d'un modèle. J'ai tout inventé. Même le personnage qui va raconter à un moment donné la tragédie de la révolution romaine au niveau des victimes. C'est pas par hasard que j'ai placé ce récit qui est strictement historiquement juste et valable et tout à fait réel. Donc j'ai placé cette histoire, cette narration des événements de 1989 en décembre, où il y a eu tellement de victimes innocentes. J'ai placé ce récit dans la bouche d'un policier de l'époque pour donner une certaine gravité, sans excès émotionnel, sans subjectivité. Et c'est lui qui incarne pour moi le mieux le bouleversement aussi social qui s'est produit, parce que ce personnage qui était milician, comme on les appelait à l'époque les policiers au service du régime, ce milician, il passe dans si court temps, quelques heures, il passe de défenseur du régime communiste de Ceausescu, il passe en défenseur de la révolution. Parce qu'il y a eu tellement de personnes qui ont manifesté tout de suite leur soutien. Et donc ce paradoxe étonnant fait de lui un personnage qui bouleversant pour l'histoire. C'est difficile à comprendre. Ça me rappelle en quelque sorte le personnage du roman La 25e heure, qui passe d'un pays à l'autre, et il est toujours un étranger et un ennemi, en quelque sorte. Mais ici, c'est le contraire. Ce personnage, ce milicien,
d'un jour, dans quelques heures, dans un laps de temps si court, il trouve une autre identité. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer à ce moment-là, c'est que pour les gens, les événements étaient tellement bouleversants que ça dépassait l'histoire personnelle et leur compréhension. Donc, strictement de point de vue historique, je me suis efforcée à expliquer de manière la plus juste les événements sans aucun détail inutile. Mais en même temps, ça se passe à travers des personnages inventés. C'est une fiction de mise en scène des événements. Et je n'ai pas voulu faire de ça un moment de tension inutile dans le roman. Parce que finalement, le plus douloureux pour mon personnage, c'est la mort de son père dans ces événements. Et la mort d'un père dont elle ne savait rien. Donc c'était plus important de donner à mon personnage la possibilité de dire à la fin « J'ai pleuré un être cher, j'ai pleuré mon père, je n'étais plus l'orpheline d'un inconnu. » La transmission est au cœur de ce roman. C'est du courage aussi, de la langue, du chant, puisque la musique traverse votre vie. Racontez-nous un peu votre formation de musicienne et comment elle a influencé votre écriture. Le courage, oui. Le courage, c'est peut-être une dimension de mon caractère qui est naturelle pour moi. Je suis naturellement optimiste. Je vis dans l'espérance et l'inconnu ne me fait pas peur. Donc le courage, c'est aussi ce qui anime en général l'écriture. Sans le courage de se placer devant une feuille blanche et avoir la force de se projeter, on ne peut pas écrire. Le courage, c'est aller vers l'avant, vers l'inconnu. Et cela, je l'ai toujours eu depuis ma jeunesse. Mon expérience de vie, les difficultés, l'histoire personnelle m'ont obligé à avoir du courage. Et l'optimisme. Ne pas plier genoux devant la marche, la longue marche. Et c'est pour ça que le voyage me semble l'image la plus parlante de mon expérience de vie, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi dans l'investissement dans l'écriture. J'ai toujours écrit des paroles de chansons. Donc ma relation avec la musique est tout à fait naturelle, parce que j'ai étudié donc la musique au conservatoire, et donc j'ai travaillé comme professeur de musique toute ma vie. Mais finalement, de manière paradoxale, je ne sais toujours pas composer de la musique, mais je fais vivre des paroles sur la musique, la musicalité de la langue. Ça, je le ressens de manière tout à fait naturelle. Je ne peux pas autrement. Il y a un rythme intérieur dans le langage et dans l'écriture encore plus. Et ce rythme intérieur et la musicalité de mots, pour moi, sont primordiales. Je ne pourrais pas faire autrement. C'est inné. Je ne m'efforce même pas. Et donc, quand, par hasard, je lis des textes où cette recherche ou ce détail ne représente pas un point important dans l'écriture, je ressens toujours une certaine aspérité intérieure, parce que la musique donne la respiration. Et une phrase, que ce soit une phrase chantée ou une phrase lue, doit se modeler sur la respiration.
pour ne pas faire des longues et des longues phrases qu'on doit couper en les lisant parce qu'on n'a pas assez de souffle. Donc voilà, pour moi, la musique, elle est partout. Ah ben, de la musique avant toute chose. La musique doit faire vivre les mots. Et la musique doit faire vivre la vie. Parce que tout est musique en nous et autour de nous. Tout est rythme. Pensez que le cœur, la respiration et même d'autres gestes sont rythmés. Les pas. La musique s'organise avec des pas qu'on fait avancer vers cette dimension qui se déroule devant nous et qui nous fait vivre. Le temps nous fait vivre et la musique, c'est le temps. Ada, votre héroïne aussi, hérite non pas d'un bien matériel, mais d'une force intérieure, une forme de fidélité. Pensez-vous que ce soit là le véritable héritage, celui de l'abnégation et du dévouement, et ce sont des femmes silencieuses, les deux femmes de votre roman, toutes les deux? Je pense que Ada traverse dans l'expérience de ce roman qui se déroule sur plusieurs étapes. Elle traverse un rituel de passage parce cette rencontre avec les lieux de sa jeunesse est décisive pour son évolution. Elle sort d'une adolescence figée qui ne lui avait pas donné la possibilité de se connaître. Ada vivait avec sa marraine dans des locations différentes, mais par le soin de sa marraine de la protéger certainement, l'univers, l'au-delà du monde, l'étranger commençait au bout d'une rue. Le monde large, comme elle l'appelle, ce terme qui existe même dans le langage roumain, parce que ça représente ce qui est au-delà du connu, ou de la limite qui était imposée. Le monde large, pour Ada, commençait au milieu d'une rue. Ça dit tout. Or, elle, en rentrant au pays, elle sera obligée de voir que le monde n'a pas de limite et que les lieux qu'elle découvre, qui lui sont totalement inconnus parce qu'elle n'avait jamais vécu dans ce village, c'est aussi un monde large. Et que finalement, le monde n'a pas de limite. Ce n'est pas vraiment une expérience du retour. C'est une expérience de maturation de ses perceptions du monde. C'est pourquoi je pense que ça représente une expérience commune à beaucoup de gens et que ça invite à y réfléchir. Qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on a connu et comment on découvre le monde connu quand nous avons changé nous-mêmes de perception. Je ne pense pas que cette évocation des lieux représente un but. C'est toujours un moyen. Je n'ai pas voulu faire une sorte de radiographie tardive des lieux qui ont passé d'un statut à l'autre. Cette transition sociale et politique ne concerne pas mes personnages. Ce n'est pas de point de vue sociologique que j'ai voulu regarder les temps évoqués. D'ailleurs, le village est resté dans une sorte d'atemporalité, puisque
la modernité n'est pas encore entrée et le passé n'est pas encore oublié. J'ai donné à mes personnages la possibilité de se regarder intérieurement. C'est pour ça que ce sont des personnages avec des vécus en mouvement. Toute rencontre est enrichissante. Toute rencontre change notre regard même sur nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une thèse à défendre. L'abnégation, le dévouement, l'amour, l'amitié et même la découverte d'une passion inexplicable de point de vue de l'histoire, ça surgit comme ça, sans préavis. C'est l'imprévu, c'est l'accident constructif. C'est ce qui nous fait mûrir. Et si vous voulez si vous voulez que je donne une image, c'est toujours l'image d'un perron de gare. Parce que nos voyages, parfois, nous font changer de train. Et on rencontre sur un perron de gare, ou même dans un wagon de train, des gens qui nous parlent, qui nous obligent à apprendre quelque chose sur nous-mêmes, à se poser des questions, à trouver même des réponses. Tout change sur un perron de gare. Et tout change quand on va dans un lieu qui nous est complètement étranger et où on ne peut plus se projeter, mais où on peut commencer une histoire de vie, on peut s'attacher à des gens qu'on ne connaissait pas peu de temps avant, tout en sachant qu'on va les quitter. C'est cette expérience qu'Ada reçoit comme héritage de sa marraine. Et aussi l'imprévu qui nous oblige à prendre des décisions importantes. Je ne pense pas que notre vie est faite toujours des décisions longuement mûries, avec des arguments, avec je dirais, avec une sérénité d'obligation à décider une fois pour toutes. On est toujours dans un imprévu où on doit tout de suite trouver la réponse et même des réponses très graves, des décisions très importantes qui changent la vie. Mais des décisions auxquelles nous n'avons jamais pensé. Il fallait le faire. Nasha, elle décide, à la mort de la maman d'Ada, de s'investir à l'élever. C'est une décision qui engage toute sa vie. Et ça s'est fait en quelques instants. Il ne fallait pas longtemps y réfléchir. C'est aussi la beauté de la vie. La vie n'est pas une mathématique où on fait tout par calcul et par intérêt. Au moins ce que je pense, au moins ce que je voulais transmettre dans ce récit, la noblesse de l'engagement, la radicalité qui change la vie et qui donne sens à la vie. Avoir déjà un enfant, c'est quelque chose de miraculeux. En soi, tout mouvement important de notre vie, toute impulsion profonde de notre cœur est imprévue. Tomber amoureux ou amoureuse, c'est imprévu. Et ça change tout. C'est pour ça que je ne voulais pas expliquer trop de choses. D'ailleurs, j'aime pas du tout. Ça, je garde la manière d'écrire des poésies. On n'explique pas les choses, on les suggère.
on invite à ce voyage, qui est celui de rencontrer nos émotions, nos expériences, mais aussi notre idéal de vie. Parce que sans idéal, on ne peut pas comprendre la littérature. Chaque lecteur, il se confronte avec l'expérience d'un autre. Il vit des expériences nouvelles en se posant la question « Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de tel ou tel personnage ?» Est-ce que je les comprends, ces décisions? Est-ce que je les juge propres à mon expérience? J'aurais fait quoi à la place d'Ada? J'aurais fait quoi à la place de Nacha? Comment je me situe? Je pense que c'est ça le plus profond de la littérature, et c'est ce que je crois, ce que je ressens. C'est pourquoi je n'ai pas du tout l'appétit pour des récits qui racontent une expérience figée. Une biographie, elle est forcément dépendante des circonstances. On peut comprendre ou ne pas comprendre certaines choses. Mais la fiction permet beaucoup plus que ça. La fiction nous projette dans des mondes parallèles, dans des mondes imaginaires. Je répète, pour moi, la littérature invente des possibles. Il est tout à fait possible aussi que mes personnages existent quelque part. Et que ce type d'engagement n'est pas propre seulement à la littérature. Il est universel. C'est la vocation de notre existence, de vivre et faire vivre des valeurs qui nous sont transmises depuis des générations. D'ailleurs, cette transmission, cet héritage, et même cette coutume que la marraine prenne en charge son filleul ou sa filleule à la mort des parents, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai fait simplement vivre. Vous écrivez désormais en français, mais vos racines, vos images, vos silences sont roumains. Comment ces deux mondes dialoguent dans votre langue d'écriture, Mala? Et le français est-il pour vous une langue d'exil ou aussi peut-être une forme de renaissance? C'est vrai, j'écris maintenant surtout en français. Parce que le voyage m'y conduit. J'ai plus de facilité à m'exprimer en français qu'en roumain, sans trahir ma langue d'origine que je peux vous dire, j'affectionnais, je travaillais beaucoup. Par mon écriture en roumain, j'exprimais certaines choses poétiques. Mais je pense que le roman m'oblige à avoir un autre type d'écriture, plus tensionnée et moins, je dirais, avec moins de pathos et moins de lyrisme. Je ne pense pas que le roman doit quitter ce territoire de tension des mots. Il doit rester dans une expérience du vécu beaucoup plus tensionnée, plus proche de la réflexion que de l'émotion. Et c'est vrai, la langue française, écoutez, permettez-moi, moi, une fois n'est pas coutume, d'être plus lyrique en vous expliquant ce que c'est la langue française pour moi. Mais écoutez, c'est une histoire d'amour depuis ma jeunesse. Je pensais à la langue française comme à un territoire d'une splendeur inimaginable, un paysage mirifique de la pensée. Donc, pour vous donner une image la plus succincte,
c'est le paradis des mots pour moi. C'est le summum de ce que je peux espérer à travers ma pensée, mon esprit. Parce que c'est une langue qui, pour moi, nuance à l'infini les sens, décante, rythme, mais aussi qui explore sans lourdeur, sans trop de pression sonore, parce que je suis toujours dans la musique des mots. Et pour moi, voilà, c'est un émerveillement, la langue française. Je la vis couramment, pour vous faire une confidence. Si ça parle de ce que je ressens, ben, je rêve et je prie en français, pas en roumain. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis imprégnée tellement de la langue française que je ne maîtrise pas assez, je pense. Il me faut encore des années parce que je l'ai acquise tardivement. Ben c'est un mariage d'amour, aussi bien avec la France et avec la langue française. D'ailleurs, c'est ça que j'ai voulu en sous-texte exprimer dans mon roman. C'était l'amour pour la France, Dada, pour son pays d'adoption. Et c'est pas par hasard aussi qu'elle avait fait des études de lettres en France. Et que finalement, elle en a fait une profession à défendre la langue française en étant lectrice dans une maison d'édition. C'est un petit clin d'œil que j'ai voulu faire de ma propre expérience, peut-être la seule qui est vraiment importante. C'est l'amour pour la France et pour la langue française, pour quelqu'un qui a été adopté. Et c'est un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est pour ça que je parle d'un mariage d'amour. Le seul qui donne le bonheur, parce que les autres consomment sans donner de lumière. La révolution, la mort, la mémoire, ce sont des thèmes graves. Et pourtant, voilà, votre roman irradie une lumière, un apaisement. Qu'est-ce qui, selon vous, sauve? Effectivement, il y a beaucoup de lumière, je crois, dans mon roman. Puisque les expériences que j'évoque sont nées de l'espérance. L'espérance est toujours lumineuse. Il n'y a pas de poids à porter parce qu'on laisse la douleur derrière, on laisse la souffrance derrière. On fait un pas en avant vers l'inconnu. Même si dans le wagon de train que j'imagine comme expérience de vie, on a ses propres bagages, ben les bagages sont à côté de nous. On ne les garde pas, on ne les porte pas dans les bras. On les laisse derrière. On regarde seulement ce que nous pouvons avoir, recevoir, donner. Oui, c'est une histoire de don dans cette expérience de vie. Donner la chance aux événements de nous changer le regard, nous apaiser, nous guérir les blessures. Et ce qui est paradoxal dans mon roman, c'est que le fait qu'elle ne connaissait rien de la mort de ses parents, parce qu'ils étaient morts quand elle était très jeune. Son père est mort quand elle avait 4 ans, sa maman 4 ans plus tard, à 8 ans. Il n'y avait plus de photos dans la famille quand les parents sont morts. Le lecteur découvrira la raison. Sans photo, à son âge, à son jeune âge, elle avait perdu
l'image de ses parents. C'est peut-être un symbole que j'ai voulu glisser dans cette histoire. Car sans témoin vivant ou matériel, on n'a plus de passé, on n'a plus d'histoire. Mais on n'a plus de souffrance non plus. Parce qu'elle découvre la souffrance d'avoir perdu ses parents au moment où elle apprend les circonstances. Donc ce passage obligé, c'est de la douleur vers la vie nouvelle. Et c'est une naissance. C'est un accouchement par la douleur. Elle est peut-être propre à beaucoup de gens. Il y a toujours une expérience, une rencontre, un détail qui nous échappe et qui, a posteriori, nous donne plus de lumière, mais aussi plus de souffrance. C'est ce que nous portons après et que nous devons guérir en nous-mêmes. Et la guérison est tout à fait normale parce que, comme vous savez très bien, notre corps guérit des blessures. Cette force du vivant est plus forte et plus puissante que notre découragement, de nos projections de douleur. Parce que la douleur n'est que dans la mesure où nous ne voulons pas la transformer en autre chose. Et c'est pour ça que je pense que on ne peut pas guérir véritablement de ces douleurs, de ces souffrances, qu'en leur donnant un sens nouveau, une projection dans quelque chose de plus grand que nous. Et ça s'appelle dévouement, ça s'appelle amour, ça s'appelle aussi expérience nouvelle et, oui, foi. Parce que la guérison ne se fait que par la grâce. Ce n'est pas par nos propres moyens qu'on guérit des douleurs, mais par cette lumière intérieure qui nous habite et qui fait reculer l'obscurité de nos doutes, de nos douleurs, de notre impuissance à traverser notre vie par nos propres moyens. Si on n'est pas aidé, on sombre. Et l'aide vient parfois à travers des gens, à travers des lectures. Il y a des livres qui ont pu guérir beaucoup de gens. Il y a aussi de la musique qui guérit. J'en sais quelque chose parce que j'ai suivi une formation de musicothérapeute. Par amour pour la musique et aussi par amour pour ce moyen d'aider les gens. Si on écrit, si on fait de la musique, si on fait de l'art, pour soi-même, je pense que c'est un gâchis. C'est pardon de soi et pour aider. Aider, c'est la force la plus puissante qui nous fait guérir. C'est le médicament idéal qui nous sort de nos limites et de notre impuissance. Donner ce que nous aimerions recevoir. C'est peut-être ça qui motive la littérature, au moins ce que je pense. La littérature qui reste dans le cœur et dans la mémoire des gens. Les mots, la musique, les images, l'art invitent à se sortir de soi vers une certaine guérison de nos propres blessures, de nos propres limites, de nos propres doutes. Oui, je pense que ce qui nous guérit, c'est sortir des doutes. La Roumanie que vous décrivez n'est pas figée, elle n'est pas folklorique non plus. Elle respire, elle souffre et elle se souvient. Comment vous avez travaillé toute cette matière, je dirais, du réel? C'est vrai que
c'est une expérience pour moi inédite et aussi en quelque sorte passionnante, un peu amusante même, parce que j'ai tout inventé, sans sortir de la rigueur d'une réalité historique, parce que je pars d'un pays connu. Je n'ai pas placé mon histoire dans un endroit reconnaissable. Je n'évoque pas des lieux, je ne décris pas des personnages en vrai. Je les invente de manière que chaque personne qui va lire le livre, que ce soit en Roumanie ou ailleurs, puisse se projeter dans son propre imaginaire. Je compte beaucoup plus sur cette coopération formidable entre l'imagination de l'écrivain et l'imaginaire du lecteur. Trop dire, c'est priver le lecteur de son propre voyage, dans son expérience ou dans son imagination. Il faut l'inviter au voyage et pas lui décrire de la manière d'une agence de voyage les lieux avec détail et tout ce qu'ils peuvent avoir. C'est pas une expérience intellectuelle, c'est une expérience émotionnelle. Et donc le réel que j'ai placé se situe au niveau du temps. Et j'ai même fait une petite, je dirais, je me suis permise une petite astuce qui m'a un peu amusée, parce que finalement, il y a un événement de grève aérienne à l'aéroport qui correspond date pour date, donc finalement, à une réalité de la vie. Et donc c'était exactement le jour où j'ai placé mon histoire, il y avait eu une grève aérienne à l'aéroport. Et même un petit détail après, c'est strictement réel, mais c'était seulement un petit clin d'œil à la réalité. Et ça m'a amusé un peu de retrouver finalement le réel dans la fiction. Mais ça n'a pas aucune incidence, aucune importance. Je pense que on ne peut pas tricher avec l'imaginaire. On ne peut pas sortir de cet émerveillement de regarder, comme je disais, en étant dans le wagon de train, regarder le paysage qui se trouve devant nous. Un paysage qu'on ne connaît pas. Donc voilà la réalité de la Roumanie de l'époque où je plaçais mon histoire, qui se place d'ailleurs sur plusieurs temps. C'est une évocation sans la vocation de donner la place importante aux faits historiquement vérifiables. Je n'ai pas voulu faire une radiographie de point de vue économique, social, historique, politique. Non, ce n'était pas le but, et je pense que le lecteur n'aurait pas été gagnant en se glissant, si vous voulez, dans un réel qui n'a pas d'importance au niveau de l'évolution des personnages ou du poids de ces événements dans l'histoire. J'ai voulu laisser une certaine ambiguïté, parce qu'il y a aussi une pudeur à évoquer des événements qui les exposent au jugement. S'il y a quelque chose que j'ai évité, c'est de laisser une petite porte vers le jugement des événements. On ne maîtrise pas l'histoire. C'est peut-être la chose la plus discrète de dire que le temps change l'histoire, la perception de l'histoire, et que le vécu personnel est le seul qui peut donner sens à ce que les événements donnent comme poids dans l'expérience de chacun. Si
la révolution romaine peut-être a été si peu présente dans la littérature, c'est qu'on ne la comprend pas. On ne sait pas lui donner sens. Parce qu'il y a très peu de temps depuis et que les choses sont encore incertaines. Parce que il y a aussi l'interprétation et l'inconnu. Les choses cachées qui existent depuis toujours dans le déroulement des événements historiques. Il y a des choses qu'on découvre surtout bien trop tard pour que ça puisse avoir une incidence sur l'existence des gens. Il y a beaucoup de secrets qui sont encore à découvrir. Et je n'ai pas voulu me glisser sur le corridor difficile qui mène peut-être dans l'obscurité et pas vers la lumière. Voilà, c'est pour ça que la Roumanie que je décris est en partie un endroit qui vit à travers l'expérience et le vécu de mes personnages, et très peu dans une réalité vérifiable. Vous dites, au-delà de la souffrance, le courage de l'engagement guérit ses blessures. Qu'est-ce que l'engagement pour une écrivaine aujourd'hui? L'engagement d'une écrivaine, sincèrement, je ne saurais pas vous dire, parce que je débute dans cette expérience. Elle est venue sans préavis. Je ne l'avais pas préparée. Je ne me sentais même pas capable. Donc, il m'est difficile de me considérer écrivaine tant que je ne sais même pas, après le temps écoulé, quelle a été bon, les circonstances, je vous ai les expliqué, mais la motivation intérieure, celle qui est la plus importante, je ne sais pas l'expliquer. J'ai aucune idée pourquoi j'ai écrit ce livre. La seule chose qui m'encourage, parce qu'en toute modestie, je ne me considère pas pour l'instant une romancière. J'ai écrit un roman. Et la seule motivation qui me rassure peut-être dans la manière où ça sert quelque chose, j'espère qu'il y a des gens qui ont besoin de se réconforter, de trouver des expériences qui leur parlent. Oui, je pense que l'engagement d'un écrivain ou d'un auteur, parce que ce que j'ai vécu en tant qu'auteur parolière, c'est donner du bonheur et du sens. Je reçois encore beaucoup de messages des gens qui aiment les chansons que j'ai faites. Parce qu'il faut dire que j'ai beaucoup de chansons que j'ai signées en tant que parolière. Et après des années et des décennies, les gens me parlent et je suis tellement touchée. Parce qu'il y a récemment une personne qui m'a écrit en disant qu'elle était en dépression et que les paroles de mes chansons l'ont beaucoup aidée. Nasha est votre premier roman, mais il sonne comme un livre longuement mûri. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Une réparation, une offrande, un adieu? Voilà, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Eh bien, je dois avouer que je n'ai pas préparé ce roman à l'avance. Je l'écris sans plan, sans me poser la moindre question sur le comment et pourquoi. J'ai inventé des personnages comme des rencontres.
C'est vrai que j'ai eu comme l'image d'un film qui s'est déroulé devant mes yeux. Et les actions, les rencontres, même l'intrigue est née spontanément, naturellement, comme tout à fait nécessaire pour donner sens. Donc, je ne pense pas avoir mûri le roman lui-même, mais certainement que j'ai mis à profit mon mûrissement intérieur, mon expérience de vie, les valeurs que je défends intérieurement, ce qui me motive tous les jours. Et aussi, je pense que je voulais laisser un témoignage de ce que ça représente, l'écriture. Et j'espère que mes lecteurs pourront voyager eux aussi à travers cette histoire, vers des rencontres, vers des expériences nouvelles, en toute simplicité, en toute spontanéité. Je ne suis pas capable de préparer à l'avance les événements de ma vie. J'étais toujours spontanée. J'ai toujours fait confiance à cette petite voix intérieure qui nous parle, qui nous guide. Je ne sais pas la nommer. Je ne veux pas la limiter à une entité, à une existence nommable. Je pourrais dire que c'est la grâce. Je pourrais dire que c'est l'inspiration, l'intuition. Peu importe le nom qu'on donne à ce qui nous motive intérieurement à prendre des décisions. Donc non, je répète, malheureusement, je ne peux pas dire que j'ai fait tout ça en toute connaissance, en tout mûrissement, avec un plan, avec des décisions, c'est ce que je pense que d'autres devraient faire si c'est leur manière d'exister, mais ce n'est pas la même. Pour moi, ce n'est pas ce qui me motive. Mais pour moi, les grands événements de la vie sont des coups de foudre. Ce roman est un coup de foudre. Hélas, nous sommes à la fin de cette escale à distance. Mala, vous voulez bien nous lire un passage de votre livre et nous dire pourquoi vous l'aimez particulièrement, ce passage? On est ce qu'on aime, on est ce dont on se souvient. C'est le motto de mon livre, une citation de Claude Jasmin qui résume peut-être la motivation intérieure de ce livre. C'est le filtre qui fait que nous sommes les dépositaires de nos souvenirs et aussi de ce trésor qui représente l'amour qu'on a ressenti. Ce qu'on aime, c'est le trésor de notre existence. Ce sont les choses les plus importantes dans la vie. L'amour et le souvenir. Et aussi, j'ai trouvé que pour éclairer un peu ce que je voulais exprimer dans ce roman, je me permets de lire un petit fragment qui se trouve sur la 4e de couverture et qui parle peut-être mieux sous l'enjeu subtil qui nous fait vivre par rapport à notre mémoire affective et à notre mémoire tout court. Parce qu'il faut dire que nous nous souvenons seulement des choses qui nous sont vraiment touchées. Voilà une petite phrase, un petit fragment que j'aimerais partager avec vos auditeurs. Que restera-t-il
de toutes les rencontres, de tous les moments passés ici, dans 1 an, dans 2, dans 10 ans. Beaucoup de souvenirs s'effaceront à jamais de ma mémoire, perdus dans les brumes du temps, comme le train qui m'avait laissé en ce lieu pour repartir et disparaître ensuite à l'horizon. Je n'en garderai que ce qui m'a touché profondément. J'oublierai puisque les souvenirs sont des balises pour ne pas se noyer. Et seuls ceux qui sont des bouées de sauvetage comptent vraiment. Je voyais le temps et le chemin parcouru. Le premier matin quand j'étais arrivée au village. Des peines et des joies, des souvenirs entremêlés comme les reflets d'un serpentin de papier brillant avec lequel on décorait les salles des fêtes et qui restaient ensuite dans l'espace vide et sombre comme des naïves traces anachroniques d'une histoire passée. Un grand merci, Mala, vraiment. C'était l'Escale de Jeanne avec Mala Barbulescu et son roman Nacha aux éditions Atramenta. Et nous finirons avec la musique de Jean-Sébastien Bach et à la guitare Alain Warraud.